Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle saison des agro-webinaires du mardi, toujours sur les thématiques de santé globale et de changement climatique. Aujourd'hui, nous allons parler de santé globale et en faisant le lien entre les technologies numériques et le bien-être animal. Et donc, le titre de ce webinaire est « Les technologies numériques au service du bien-être animal ». Et pour ce webinaire, nous avons beaucoup d'intervenants et donc je vais laisser la parole à Alexandre Laflotte de l'ENSAIA Nancy qui a organisé ce webinaire avec les intervenants. Et avant de lui laisser la parole, je vous rappelle les informations habituelles qui à la fois permet aux personnes d'arriver dans ce webinaire, mais aussi pour que vous sachiez que vous avez deux façons d'intervenir et d'interagir avec les intervenants et l'animateur. D'une part, vous avez le bouton discussion ou converser ou chat qui vous permet de nous donner des informations. Moi, je vous en donnerai quelques-unes et en particulier, je rappellerai le fonctionnement des questions-réponses. Et l'autre rubrique que l'on vous conseille vivement d'utiliser, c'est la rubrique Q&R pour questions et réponses. Cette rubrique vous permet de poser toutes les questions aux intervenants et à la fin de leurs interventions, Alexandre reformulera les questions, vos questions, pour que toutes les réponses soient faites pendant le temps du webinaire en direct. Donc, n'hésitez pas à utiliser cette rubrique, évidemment, puisque c'est un des objectifs de ce webinaire, c'est à la fois d'échange, mais aussi de pouvoir répondre à vos questions. Je vais laisser la parole à Alexandre qui va introduire ce webinaire. Et bon webinaire à tous. Merci Philippe, bonjour donc à toutes et à tous. J'ai l'honneur d'animer cet agro-webinaire. Et donc avec moi pour cet agro-webinaire, vous avez des spécialistes dans le domaine. Donc la première intervention sera assurée par Pauline Créache, qui est chef de projet élevage de précision à l'ITAVI, l'Institut technique des filières avicoles, cunicoles et piscicoles, qui nous parlera donc de cette thématique sur l'axe de la recherche, quelles sont les recherches en cours en ce moment sur le sujet, dans une filière particulière. Ensuite, nous aurons l'intervention de Claude Vandeput, qui est responsable commercial de Medria Solutions, qui est une société qui développe des solutions techniques pour l'évaluation du bien-être animal, notamment en élevage bovin, qui nous parlera donc de l'impact que ça peut avoir, cette prise en compte du bien-être animal dans la pratique agricole. Et ensuite, nous aurons Paul Villatte, qui est enseignement zootechnie au LECTA Lévacé, qui interviendra donc sur l'impact de cette thématique sur la formation et qui sera soutenu par Emmanuelle Zanqui, qui est animatrice nationale élevage des réseaux pour l'enseignement agricole. Voilà, donc je laisse tout de suite la parole à Pauline Créache pour sa première intervention donc sur la filière avicole. Bonjour à tous, donc je vais lancer ma présentation. C'est bon. Vous allez me dire si c'est bon. Par Tout est contre, OK. je vous vois, donc ça me perturbe un petit peu. Hop, c'est bon. Donc, Pauline Créache, je travaille à l'ITAVI, Institut technique de l'aviculture. Donc, on travaille sur les filières avicoles, piscicoles et cunicoles. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le travail que nous menons sur l'analyse d'images pour le relevé automatique d'indicateurs de bien-être et de santé des poulets de chair en poulailler. Le constat que l'on a fait, et vous le savez tous, c'est qu'on est dans un contexte d'attente sociétale forte autour du bien-être animal, ce qui amène les filières à trouver des outils pour rendre compte de ce bien-être des poulets. Et aujourd'hui, il existe des méthodes qui sont basées sur l'observation des animaux en élevage. Et l'ITAVI a notamment contribué à mettre au point la méthode ébène d'évaluation du bien-être des poulets, qui est aujourd'hui une méthode de référence utilisée sur le terrain,
qui est elle-même basée sur des méthodes telles que le Welfare Quality Protocol et le AWISH Protocol. Donc, ces méthodes qui sont basées sur l'observation en élevage et notamment la méthode Eben, elle est réalisée ponctuellement en fin de lot sur un échantillon d'animaux et par des personnes qui sont préalablement formées et entraînées à l'observation des indicateurs de bien-être en élevage. Un autre constat que l'on fait, c'est que l'élevage de précision, c'est un allié de choix pour évaluer le bien-être animal. Et pourquoi? C'est parce que les outils d'élevage de précision, tels que l'analyse d'image et le son, ils permettent des mesures en continu et en temps réel dès le plus jeune âge, ce qui permet d'avoir des actions correctrices qui sont possibles en cours de lot, à l'inverse des méthodes, par exemple la méthode Eben que j'ai présentée avant. Et ces outils permettent des mesures objectives et quantitatives, notamment du comportement animal. Et de plus, on n'a plus le biais lié à la présence de l'observateur dans le bâtiment. Donc, c'est pourquoi aussi l'analyse d'image et le son sont répandus en termes d'élevage de précision. Il y a énormément de travaux sur ces deux outils, microphone et caméra, aussi parce que ce sont des outils peu onéreux. Donc, sur la base de ces constats, nous avons monté le projet eBrawler Track, qui a démarré en 2019 avec les partenaires, qui est piloté par l'ITAVI, avec les partenaires INRAE et notamment l'UMR Interest sur la partie analyse d'image et l'Institut de l'élevage sur la partie analyse acoustique et notamment son service Datastat. Donc, l'objectif premier de ce projet, je l'ai déjà dit, c'est d'automatiser le relevé d'indicateurs de bien-être et de santé des poulets. Donc, il y avait le volet image que je vais bien détailler aujourd'hui. Je vais vous parler uniquement de cette partie-là. Et l'objectif de cette partie image, c'était de faire une étude de faisabilité d'un système de tracking individuel des poulets de chair par imagerie, donc en élevage commercial et aux densités commerciales d'élevage. Donc, ces travaux, ils ont été réalisés dans le cadre d'une thèse CIFRE avec un doctorant en analyse d'image. Donc, l'idée, c'était d'automatiser le relevé d'indicateurs de bien-être Eben, donc de se replacer dans le cadre conceptuel d'Eben, du calcul des indicateurs Eben, pour utiliser ces données d'analyse d'image et automatiser les indicateurs Eben. Un autre volet du projet eBrawler que je ne vais pas détailler aujourd'hui, c'est les travaux sur l'acoustique qui ont permis d'identifier des indicateurs sonores pour la détection précoce de troubles de santé, notamment les éternuements et les râles. Donc, la finalité de ce projet-là, c'est d'aboutir à un cahier des charges pour un outil d'alerte afin de faciliter le suivi des animaux par l'éleveur. Donc, je vais détailler la partie images. Donc là, c'est une vidéo pour vous montrer les images brutes avant traitement, avant analyse d'image. Donc, pour que vous puissiez vous rendre compte de la densité et que l'on a travaillé sur du poulet standard blanc. Donc, la première étape qui utilise l'intelligence artificielle et un réseau de neurones, c'est la partie détection des animaux. Donc, on utilise l'intelligence artificielle et une base de données constituée d'à peu près 10 000 images de poulets isolés et labellisés sur tous les âges allant de 0 à 45 jours d'âge. Une seconde étape, c'est une fois que chaque animal est identifié dans le champ de vision. Là, je montre quelques exemples d'animaux, mais il faut imaginer que tous les animaux sont suivis de la même manière. On va suivre les animaux, l'identifiant et la position du poulet d'une image à l'autre. Sur toutes les images, on va suivre la position et l'évolution de la position du poulet au cours du temps. Donc, c'est ce qu'on appelle la partie tracking. Donc, je lance cette vidéo pour vous montrer simplement que dans le champ de vision, on peut déterminer des zones d'intérêt à observer.
Par exemple, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais on peut identifier une zone mangeoire, une zone pipette pour l'abreuvement, mais aussi une zone enrichissement. Là, on ne l'a pas isolée, mais on peut aussi isoler une zone spécifique pour connaître notamment la fréquentation de ces zones et l'occupation de ces zones par les animaux. Donc, les données issues du tracking, les données brutes, ce sont des positions de poulets au cours du temps, des positions individuelles. Et les indicateurs mesurés, ce sont par exemple les distances parcourues par animal, les vitesses parcourues par animal, mais aussi le temps et la fréquence de passage aux abreuvoirs et aux mangeoires, comme je l'ai montré précédemment dans les zones identifiées. Donc, comme je l'ai dit, on va se placer dans le cadre conceptuel d'ébène pour le calcul des indicateurs de bien-être. La méthode ébène, elle est basée sur 4 grands principes du bien-être animal que sont la bonne alimentation, le bon environnement, la bonne santé et un comportement approprié de l'espèce domestiquée. Derrière chaque principe, on a une liste d'indicateurs à mesurer. Donc, il y a une partie des indicateurs qui sont des indicateurs de moyens et collectés au travers d'un questionnaire auprès de l'éleveur sur ses pratiques, par exemple. Et une autre partie des indicateurs qui sont des indicateurs de résultats où on va observer les animaux. Et donc, c'est ces indicateurs de résultats qu'on va chercher à automatiser. Donc là, j'ai donné quelques exemples d'indicateurs ébène que l'on automatise directement par analyse d'image. Par exemple, le nombre d'animaux petits. Comme vous l'avez vu, il y a une box au-dessus de chaque poulet. Et la dimension de cette box nous donne une idée, nous permet d'identifier des animaux plus petits. Le pourcentage d'animaux au repos, la répartition des animaux dans le champ de vision, l'espace disponible par animal, je montrerai un exemple visuel après, le nombre d'animaux immobiles, l'identification des morts aussi, et les mouvements de foule et de panique qui peuvent être identifiés. Donc ces indicateurs, ils sont collectés dans le temps, soit quotidiennement, soit sur un pas de temps plus fin, et sur toute la durée du lot. Donc là, quelques exemples concrets pour montrer l'identification des animaux morts au regard des pixels qui ne sont pas en mouvement sur un laps de temps donné. La détection des petits, comme je vous l'ai dit, au travers des box au-dessus de chaque poulet. Et du coup, on va, dans de prochains travaux, regarder aussi le lien entre la dimension, enfin, la surface de ces box et le poids des poulets aussi. Et l'espace disponible par animal, où on a calculé un paramètre qui est la cellule de Voronoi et qui nous permet de bien quantifier l'espace disponible par animal. Donc voilà sur la partie automatisation de la méthode ébène, mais le travail, il est à poursuivre du coup et il va consister à analyser finement l'activité individuelle des poulets et son évolution au cours du temps pour la prédiction de comportements spécifiques comme l'exploration de l'environnement, les bains de poussière, le toilettage, qu'on va essayer de prédire au regard de ces données individuelles d'activité, mais aussi on va analyser l'évolution de cette activité au cours du temps et ça sera peut-être le témoin d'une modification de l'état de santé des poulets. Donc, les prochains travaux, on va travailler voilà, sur cette évolution de l'activité et vérifier que cette évolution et ces écarts d'activité peuvent nous donner une indication sur l'état de bien-être et de santé des poulets. Donc ça, c'est le travail qui va être poursuivi dans un prochain projet. Il vous reste une minute, Pauline. D'accord, bon, bah, je vais me dépêcher. Juste pour dire que du coup, là, c'était pour présenter un petit peu les performances des algorithmes développés. Aujourd'hui, on a des résultats plutôt encourageants. La qualité de la détection, elle n'est pas très, très sensible à la densité animale, mais plutôt à la répartition des animaux dans le champ de vision. À l'âge des poulets aussi. Donc, plus le poulet est gros, plus il va être facilement identifiable
et moins il est actif aussi, donc plus il est facilement détectable. Et la hauteur de la caméra aussi va faire varier la qualité de la détection. Donc, je vais passer du coup, vu qu'il me reste plus grand temps. La qualité du tracking aussi, là, sur la qualité du tracking, sur la qualité de la détection, on a de très bons résultats, mais par contre, sur la qualité du tracking, ça reste perfectible. Donc là, c'est les travaux qui vont être faits à court terme pour améliorer cette partie-là. Donc, je passe à la conclusion. Du coup, on a des résultats qui sont prometteurs en termes de détection et plutôt encourageants pour envisager la création d'une, voilà, comme je l'ai dit, d'une évaluation automatisée du bien-être des poulets et dans les densités commerciales d'élevage, pardon. Et des travaux aussi qui sont encourageants pour poursuivre le travail sur la prédiction de comportement et la prédiction de l'état de santé des poulets. Donc, les prochaines étapes du travail, ça va être voilà, de développer un outil pour les éleveurs. Et ça va être d'abord d'apprécier la variabilité de ces données qui sont générées en réalisant des enregistrements du coup, dans des conditions contrastées de bien-être. Et il va falloir premièrement, que l'on définisse la méthodologie de captation des vidéos et aussi quel volume de vidéos on aura à gérer derrière. 2, on devra du coup générer les données de relevés automatiques d'indicateurs ébènes. Et 3, on devra mettre au point ce système de prédiction et d'alerte sur les déviances sanitaires et de bien-être. Donc voilà, merci de votre attention. J'espère que j'ai respecté les délais. Je me suis un peu pressée sur la fin. Très bien, c'était très bien, très intéressant. Merci beaucoup, Pauline. On va passer maintenant à la présentation de Claude Vandeput, donc responsable commercial chez Mudria Solutions. Et qui, vous allez voir, la transition est bien faite avec la présentation précédente, même si on n'est pas sur la même filière, il y a un certain nombre de points qui se ressemblent. Je vous laisse la parole. Vous voyez mon écran? Oui, très bien. D'accord, très bien. Mettre en mode diaporama. Voilà, ça y est, c'est fait. Donc, un grand merci pour cette invitation à présenter donc, notre solution d'évaluation du confort et du bien-être. En fait, le système donc, provient donc de Medria Solutions, une entreprise française qui développe ces outils de monitoring pour la France, l'Europe, mais aussi pour le monde entier. Alors, le système, comment fonctionne-t-il? Relativement simplement par le biais d'un capteur qui propose différents services. Ce capteur, doté d'un accéléromètre, va envoyer donc qui va être mis donc sur le cou de l'animal, va envoyer donc des informations à une base qui a une portée d'environ 1 km par rapport au capteur. Et ces données donc, vont être transformées, modélisées donc, par nos serveurs, qui seront restitués à l'éleveur, hein, parce que ce sont actuellement des services qui sont mis à disposition des éleveurs, donc bovins, que ce soit laitiers et allaitants, mais aussi mis à la disposition de conseils en élevage, de centres d'insémination aussi, dans l'objectif de partager la donnée et de performer un petit peu des activités des uns et des autres. À cette solution, nous proposons aussi, par le biais de ce capteur, une possibilité d'utilisation de multiservices, notamment donc pour la détection des chaleurs, des troubles aussi en reproduction, et afin de permettre d'optimiser la repro et la gestation. Le suivi de l'alimentation sur 2 plans. Donc, le premier plan étant le pilotage de la ration par la mesure de temps d'ingestion, de rumination, en fournissant par le biais de ces deux facteurs des indicateurs relativement simples à analyser pour que l'éleveur puisse se faire la propre idée sur les décisions qu'il peut prendre et l'impact de celles-ci sur son élevage. Et un deuxième niveau, donc des niveaux d'alerte au niveau individuel, permettant éventuellement de contrôler donc, un trouble qu'un animal pourrait avoir, hein, sachant qu'une bête qui va présenter un trouble commencera par diminuer ses temps d'ingestion, que ce soit au moment d'une mamite ou un retournement de caillette, mais aussi à l'occasion d'une grippe ou d'un problème autre. Nous proposons aussi avec ce capteur la possibilité donc, de faire de la détection de vélage,
afin donc de permettre à l'éleveur, encore une fois, d'optimiser les vélages, notamment lorsque celui-ci nécessite une intervention de sa part. Dernier service que nous proposons et qui est sorti il n'y a pas très longtemps, c'est la possibilité donc de faire du contrôle de pâturage, à savoir que plutôt que d'avoir un cahier donc de pâturage, il y a donc cette possibilité de vérifier quand les vaches pâturent et sur quelle plage de temps passé au pâturage s'étend leur présence dans ce même pâturage. Ensuite, donc, ItAdapt, qui a pour objectif donc d'être un outil prédictif sur les stress thermiques à venir, notamment à 5 jours, mais aussi de pouvoir faire une évaluation en fait du taux de résilience que peuvent avoir les animaux face à ce stress thermique, par la mesure donc de données provenant aussi des organismes de conseil en élevage, comme la production de lait, mais aussi sur de la donnée repro qui s'en trouve généralement impactée lors de ces périodes de stress. Et ce qui nous réunit aujourd'hui, donc la partie Time Live, qui est un service qui va permettre donc d'effectuer une évaluation du confort des animaux, mais aussi de connaître un petit peu mieux l'emploi du temps de ces groupes, de ces animaux, afin de pouvoir donner aussi des indicateurs à l'éleveur sur la réaction de ces animaux face à des prises de décision de sa part. La philosophie de Time Life, en fait, elle est issue donc de la bibliographie qui nous explique en fait que la vache vit de cycles répétés qui vont se répéter environ une dizaine de fois par jour et qui vont se composer de temps de repas, de temps de repos aussi très importants, qui vont durer de 1h à 1h30, et d'autres activités telles que les activités sociétales qui sont nécessaires aussi au bien-être de l'animal, la vache laitière étant un animal grégaire, a des nécessités d'interaction avec ses congénères, avec aussi des périodes de déplacement, de jeu, pour aller à la traite, pour aller aux abreuvoirs, mais aussi des temps où on pourra constater qu'il ne faut pas dépasser, c'est notamment les temps de traite par rapport aux positions debout dans les parcs d'attente, où l'outil peut être un bon test pour expliquer donc, que parfois il pourrait être intéressant de traire de l'eau plutôt que de faire attendre de façon trop prolongée les animaux donc, sur un parc d'attente. Dans les grandes lignes, une bête va passer grosso modo 5 à 6 heures à ingérer et va passer 12 à 14 heures de temps de repos couché. Ceci est donc très important de connaître des positions couchées. Ce ne doit pas être un temps, justement, ça ne doit pas être une variable d'ajustement. Mais ces temps d'ingestion et de repos sont très importants, sachant que l'essentiel de la rumination va se faire au repos, justement. Ils vont permettre, ces temps de repos, de soulager l'animal. Le fait de ne plus être sur ses aplombs va lui permettre de se reposer globalement. Et il faut savoir aussi qu'une bête au repos axe sa circulation sanguine vers la mamelle. À partir du moment où les autres organes et autres muscles ne sont pas sollicités, le sang donc, peut se concentrer un petit peu plus vers la mamelle et permettre donc une synthèse du lait accrue. Comme vous pouvez le voir sur le petit écran à droite, là, il y a parmi d'autres éléments, mais l'impact que peut avoir le temps de repos et la production du lait. Alors, de quoi se compose Time Life? De 3 éléments majeurs. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, les temps de repos et d'ingestion sont très importants. Il y a un leitmotiv qui dit qu'une vache qui va pas trop mal, eh bien, c'est une vache qui se repose, mais qui ingère. Donc, à partir du moment où on a ces 2 facteurs, on peut considérer que le temps la zone de confort est tout à fait acceptable pour l'animal. Et c'est ce qu'on a essayé de faire par ce petit graphique où on a installé donc les temps d'ingestion que l'on croise avec les temps de couchage. Et dans ce diagramme, donc, on a matérialisé les zones dans lesquelles les animaux étaient plutôt en confort
par rapport à des autres zones où on avait des animaux en alerte parce que des temps de couchage prolongés sans ingestion, ou des temps avec des temps d'ingestion courts et des temps de repos courts. Donc, chaque individu est représenté. Il est possible aussi d'analyser l'emploi du temps individuel de chaque animal. En deuxième partie, le tout, savoir qu'une bête passe un certain temps à ingérer et à ruminer est important, mais il est intéressant aussi de savoir comment s'étalent justement toutes ces périodes. C'est pour ça qu'on a mis au point ce diagramme composé de 2 histogrammes. L'histogramme du bas représentant donc sur une période de 24 heures le pourcentage d'animaux couchés par rapport au pourcentage d'animaux debout. Chaque couleur représentant une activité de l'animal. En vert, donc, les temps de rumination. En gris, les temps d'inactivité. Donc, couché, il se justifie. Et sur la partie donc, supérieure, le pourcentage, au même moment, chaque barre représente une demi-heure d'activité. Et au même moment, donc, le pourcentage d'animaux debout, avec cette fois-ci 2 couleurs supplémentaires. Donc, la partie jaune qui correspond au temps d'ingestion de ce groupe d'animaux. Et en rouge, les fameuses activités autres qui reprennent ce que je présentais tout à l'heure, l'interaction avec ses congénères, les abreuvements, les déplacements pour la traite. Donc, avec ce graphe, une possibilité de voir un petit peu comment se passent les choses sur 24 heures. Et en dernier lieu, reprise donc en fait des cycles que je vous ai présentés tout à l'heure, où on expliquait que 10 cycles par jour composés de temps de repos, de temps d'ingestion étaient nécessaires. Sur cet histogramme, vous avez donc un historique d'1 mois avec la partie camembert, on va l'appeler comme ça, qui redécoupe en fait chacune des activités de ce groupe. Donc en bleu, vous avez la partie couchée avec le nombre de périodes couchées avec un temps moyen pour ces mêmes périodes. Vous avez aussi donc les périodes de repas, donc qui sont en fait assurées en orange, où on va donc faire une statistique sur le nombre de repas moyens de ce groupe avec la durée moyenne de chacun de ces repas. Et en orange, donc en orange plein, les temps où les animaux donc étaient debout. Donc tout ça, donc pour reprendre un petit peu le leitmotiv que l'on présentait tout à l'heure. Donc pourquoi surveiller l'emploi du temps des vaches? Tout simplement parce qu'on va essayer de chasser un maximum de temps debout à ne rien faire, ces fameux temps d'inactivité que l'on pouvait observer tout à l'heure sur des parties grises, parce qu'en fait, ces temps debout, ce sont des temps un petit peu inutiles, qui sont plutôt fatigants pour les animaux et qui peuvent relever d'un manque de confort. Ça peut être des espaces de vie trop courts, trop de monde au niveau du groupe, des logettes parfois inconfortables ou parfois aussi une indisponibilité de l'animal au niveau de la table d'alimentation. Permettra aussi de détecter des problèmes de santé, c'est-à-dire que sur ce tableau, plus les animaux vont se retrouver vers la gauche et en bas, c'est-à-dire avec des temps d'ingestion faibles et des temps couchés, peuvent être des alertes sur une pathologie à venir. Savoir que la première chose qu'un animal va faire, c'est de ne plus ingérer. Ça peut être aussi donc, des sources de problèmes de boiterie, des choses que l'on n'observera pas autrement que par ces graphes. Et après, donc, connaître un petit peu ces comportements peut aider à changer donc, la pratique et la conduite du troupeau, mais aussi, suite à ces modifications, observer comment les animaux peuvent réagir vis-à-vis de ces changements de pratique. Et lorsqu'une vache va bien, qu'elle ingère, qu'elle prend les temps de repos, on améliore effectivement la rentabilité par rapport à sa production, mais aussi en gain moyen quotidien. Il reste moins d'1 minute. Oui, ça va être. Il faut que je me dépêche alors. Donc en fait, ça reprend un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Je voulais simplement vous présenter un exemple concret où en fait on a, pour vous donner un petit peu un aspect pratique,
où on se retrouve donc avec un animal. Donc ici, vous avez une courbe d'ingestion et de rumination qui fait état en fait de stress thermique au niveau de ce groupe, où on était donc sur des températures supérieures à 34 degrés avec un taux d'humidité de 35%, nous amenant donc à un stress sévère d'index de stress thermique de 82. En fait, on se rend compte que l'alimentation a diminué, l'ingestion a diminué, mais l'impact n'est pas que là, en fait. Parce qu'en fait, on se rend compte que les animaux, même ingérant beaucoup moins, se retrouvent avec des temps d'ingestion, des temps sans temps d'ingestion, justement, debout, beaucoup plus longs, avec des temps évidemment de repos beaucoup plus courts, et qui vont impacter l'animal dans l'avenir. C'est-à-dire que les problèmes que vous allez rencontrer à un certain temps, vous les récupérez demain ou demain symboliquement, mais dans le futur. Et en fait, on se rend compte que c'est exactement la même chose sur la répartition de l'alimentation. En haut, pendant le stress thermique, et en bas, pendant la période où on est sur une situation climatologique tout à fait normale. Donc, on se rend compte que dans la journée, il ne se passe rien, que les bêtes essayent d'ingérer le soir et le matin à des températures plus abordables, mais que en fait, les animaux ne se couchent pas, n'ingèrent pas et génèrent donc des temps d'inactivité relativement élevés. Voilà, donc il y a des exemples bien plus aussi larges avec des histoires de distribution, de pilotage de rations, mais je trouvais que c'était intéressant par rapport à la thématique d'aujourd'hui. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup et j'attends vos questions si vous en avez. Merci beaucoup, Claude. On passe à la dernière intervention avant d'attaquer la session de questions. Donc, Monsieur Paul Villatte, enseignant en zootechnie en lycée agricole, va vous présenter donc l'application et comment ça se traduit au niveau de la formation. À vous la parole. Parfait, merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. L'idée, c'est d'intervenir, de préciser un petit peu comment on gère ce bien-être animal, cette transition numérique dans le cadre de l'enseignement. La façon dont on l'aborde dans un premier temps, c'est que même si on a une approche théorique aujourd'hui du bien-être animal, on a une nécessité de passer par une approche pratique avec les apprenants, apprendre à connaître les animaux avant de mettre juste des mots, des notions scientifiques dessus. Donc, en termes d'outils qui sont mis à disposition, sur le numérique en tant que tel, on est plutôt sur la documentation, sur les activités pédagogiques, sans vraiment mobiliser des outils dans un premier temps, pour ensuite mobiliser les travaux pratiques où on développe notamment la relation homme-animal et on apprend un petit peu des notions d'éthologie, de comportement, jusqu'à des signes vitaux pour pouvoir se confronter à l'animal, identifier les composants du bien-être animal, savoir ce que c'est d'un point de vue pratique et de comprendre en fait comment fonctionne tout ça avant d'utiliser des outils qui eux-mêmes nous permettront d'optimiser, on va dire, le bien-être animal. Et puis évidemment, on travaille aussi beaucoup du côté de l'homme et de l'éleveur, donc que ce soit en tant que futur agriculteur dans le cadre des formations Bac Pro, que ce soit technicien dans le cadre des BTS ou toute autre conditions de travail, sur les interventions sécurité, donc en travaillant en général en 3 temps, sur de l'approche, sur l'identification des animaux et des composantes de leur bien-être, et après de l'approche TP en sécurité. Tout ça pour la place du bien-être animal dans les modules de formation, c'est qu'aujourd'hui, on a un bien-être animal qui est une notion assez transversale. C'est-à-dire que dans ce qu'on doit enseigner, on doit traiter du bien-être animal étant une composante des attentes sociétales, mais il n'y a pas de spécificité, on va dire, sur les moyens, parce que c'est quelque chose qui fait un petit peu appel à l'ensemble des notions zootechniques, on va dire, qui peuvent être enseignées, et pas que zootechniques d'ailleurs. Donc, les modules d'enseignement en eux-mêmes, ils sont peu précis, ce qui nous permet de faire évoluer ces concepts au quotidien en fonction des innovations, en fonction des nouveaux outils, comme les deux qui ont été présentés avant. Et cette évolution, elle est aussi en lien avec l'actualité, donc qui est souvent assez virulente à ce sujet. Et on a vraiment besoin de donner une notion concrète au bien-être animal avec les apprenants. Et donc, on a une approche terrain avant d'avoir une approche numérique. Et c'est pour ça qu'on a aussi une approche qui est organisée par strates aussi en fonction des niveaux. Donc, soit des bacs pro, des lycées ou des filières technologiques, ou ensuite partir sur du BTS et de l'enseignement supérieur. Et ce qui fait que le bien-être animal
lui, plutôt une notion qui est globalisée sur l'ensemble des fins de cursus, donc en fin de bac, en fin de BTS. Et on a besoin d'avoir cette approche globale et finale pour que les élèves puissent mieux les mobiliser dans le cursus d'apprentissage. Donc concrètement, la façon dont ça se passe et comment on travaille avec ces deux notions, on va avoir différents types d'approches. Dans un premier temps, on a l'approche pédagogique qui revient un petit peu à ce que je disais avant, sur l'approche pratique, donc avec le contact de l'animal, la relation à l'animal et la mise en place de chantiers, que ce soit dans l'organisation ou simplement des interventions, des injections, des choses comme ça, comprendre l'animal pour mieux gérer en fait ces interventions. On a une approche technique sur les modules de conduite d'élevage, donc que ce soit en BTS ou en bac professionnel agricole, où on intègre le bien-être animal en tant que composante des systèmes d'élevage. Et on étudie aussi ça d'un point de vue scientifique et technique pour venir sur de la mise en situation derrière, qu'elle soit pratique ou théorique. Et ensuite, on a aussi une approche en gestion de projet avec une mixité des enseignements. Alors, ce qu'on appelle la pluridisciplinarité, donc c'est plusieurs enseignants ensemble. On peut travailler sur les professeurs d'agroéquipement et de zootechnie sur de l'outillage, par exemple, ou transdisciplinaire, quelque chose qui va un petit peu traverser l'ensemble des enseignements et on va avoir des temps forts dans les séquences de formation, comme par exemple des temps de travail sur la conception de bâtiments en BTS ou un travail sur des innovations particulières dans le cadre de projets thématiques, comme la robotisation de la traite, par exemple, ou des choses comme ça. L'objectif de cette approche-là, dans le cadre du bien-être animal, c'est d'avoir l'approche qui soit la plus professionnalisante possible. Donc, je vais développer à peu près 5 volets dans lesquels on fait le lien entre la pédagogie et le monde professionnel. En premier point, sur l'expérimentation dans les lycées. Donc, dans les rôles et les missions d'exploitation de lycées agricoles, on participe à des expérimentations qui sont aussi variées qu'il y a d'établissements, comme l'utilisation, par exemple, de colliers de détection de chaleur pour suivre les troupeaux ou différents indicateurs sur de la litière alternative au paillage, etc., en prenant en compte les indicateurs de bien-être animal. Un autre volet qui est important dans les formations agricoles techniques, ce sont les stages et les périodes de formation en milieu professionnel. Donc, sur du bac pro, par exemple, où ils vont être en exploitation avec leur maître de stage, ou des stages de découverte, ou d'autres choses, où ils vont voir des innovations, mais aussi sur des stages filières technologiques ou BTS, où là, on peut avoir directement des études ou des projets qui sont en lien avec du bien-être animal. Par exemple, travaillant sur des projets avec poulet et intelligence artificielle, qui sont mobilisés ensuite au sein des enseignements. Et après, donc on va avoir vraiment 3 volets d'ouverture complets sur les différentes innovations, qu'elles soient techniques, technologiques ou autres, notamment par le biais de visites, donc d'aller voir par exemple des agriculteurs qui ont mis en place des innovations, par exemple des robots de traite automatisés au pâturage, des choses comme ça, travailler sur les impacts globaux de ces innovations. On travaille aussi beaucoup avec les professionnels de la filière, on essaie de faire intervenir au maximum ce type d'innovation, forcément lié au territoire dans lequel on intervient. Et après, on participe aussi à tout ce qui est salon, diverses ouvertures professionnelles. Donc ça va dépendre aussi de ce qu'il fait dans le territoire. Mais après, les salons où on peut aussi voir d'autres innovations, participer à des concours aussi, comme des Olympiades ou des choses pour ceux qui savent pas. Pour venir sur les professionnels aussi, on peut les faire intervenir sur des formations bien-être animal directement dans l'objectif de faire acquérir à des élèves des compétences professionnelles. Et tout ça, ça s'insère dans une logique plus globale au niveau de l'enseignement agricole, qui est ce qu'on appelle le plan enseigner à produire autrement, où on travaille beaucoup sur les transitions en agroécologie, sur l'adaptation des systèmes d'élevage. À savoir que le bien-être animal, le numérique, donc qui sont des éléments d'évolution et en lien avec des attentes sociétales, mais on les fait aussi travailler sur des concepts plus larges, c'est-à-dire de comprendre l'implication globale de ces éléments-là et en lien avec les attentes sociétales, notamment sur ce qu'on appelle les questions socialement vives. Alors ça, c'est un terme pédagogique, mais grosso modo,
c'est une question qui fait débat dans la société en lien avec l'agriculture. Donc le bien-être animal notamment étant dedans, mais aussi la transition agroécologique, le climat, etc. Et donc il est dans ces enjeux-là, l'objectif c'est de faire se positionner les apprenants sur le présent et le futur de l'agriculture, d'intégrer la société et le consommateur citoyen dans ce débat-là, et de percevoir en fait la globalité des enjeux agricoles. Et donc de travailler vraiment sur la construction critique, d'un raisonnement critique et prospectif le plus possible, dans le sens où ils arrivent à se projeter sur les implications globales de ces innovations, qu'elles soient numériques ou pas. Du coup, le numérique, il fait un peu partie de ce positionnement dans l'étude des impacts sur la société, notamment sur le bien-être animal, ça permet de pas mal d'innovations. Et on est aussi mobilisé dans des champs professionnels en tant qu'enseignant, c'est-à-dire qu'il y a l'objectif de faire évoluer les apprenants, les élèves, de les permettre de se projeter sur ce qui va se passer ensuite dans le monde professionnel. Mais on est aussi intégré dans des projets un peu plus larges, notamment donc, dans des RMT, dans des réseaux mixtes technologiques, où on est amené à travailler en interaction avec les professionnels, la recherche et l'enseignement, et notamment sur des concepts comme le One Health. Alors, en considérant d'un côté la santé animale, la santé humaine, c'est-à-dire que dans le cadre du numérique, on va voir en fait, à quel point ça peut améliorer le confort de travail et l'efficacité de travail de l'éleveur, tout en permettant de voir les impacts sur la santé animale. Mais dans notre approche, on incorpore aussi la santé de l'environnement et l'impact en fait, de ces transitions numériques-là, vers le tout numérique par exemple, pour que les apprenants puissent avoir une projection là-dessus. Le One Welfare s'intègre dans cette idée-là, dans le One Health, dans le sens où on considère que le bien-être animal est atteint en partie grâce au bien-être humain de l'éleveur et la santé, donc ce qu'on appelait en raccourci le bien-être de l'environnement, et d'avoir une idée en fait sur chaque innovation, sur chaque projection, que les élèves se rendent bien compte en fait de tous les tenants et les aboutissants. Donc, que ce soit d'un point de vue sociétal, d'un point de vue technique, zootechnique, agronomique, économique, bien sûr, etc. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans le cadre de ces éléments, on étudie vraiment toute cette complémentarité et qu'il est essentiel d'avoir une connaissance avant de la relation homme-animal avant de partir sur une numérisation de ces données-là. Et donc, l'objectif de ces éléments, si je t'en trop, n'hésite pas à me le dire, c'est d'avoir une projection en fait, à la fois pédagogique et logique dans ces éléments-là, d'avoir une approche donc d'abord animalière pour comprendre les indicateurs de cette relation, ensuite une approche pédagogique pour amener les élèves à incorporer ces éléments-là et comprendre de quoi ils parlent. Pour ensuite aborder le champ professionnel qui sera le leur demain et comprendre les impacts sociétaux, les attentes sociétales et les demandes là-dessus. En gros, de se projeter, permettre aux élèves de se projeter sur le futur de l'agriculture en tant que futur acteur de cette agriculture numérique et connectée et de faire le lien avec l'attractivité du métier derrière. Donc, de comprendre les outils, leur implication et derrière, pas non plus complètement se déconnecter de la relation homme-animal. Et tout ça dans l'objectif de faire face à l'évolution des nouvelles techniques agricoles et de leur permettre de mieux s'insérer dans le monde professionnel derrière. Du coup, l'idée en fait du numérique dans l'enseignement, c'est plus une ouverture des champs des possibles par rapport aux élèves et de faire face à différentes innovations et d'être capable de comprendre les tenants et les aboutissants et de se projeter en fait dans leur métier par rapport à ça, que ce soit du conseil ou de l'agriculture pure et dure. Et le numérique en lui-même, il devient pertinent une fois que les éléments scientifiques et techniques sont acquis par les élèves. Donc, ils sont facilitateurs d'apprentissage, mais il ne faut pas non plus que les élèves, en tant une génération très connectée aujourd'hui, il faut qu'ils soient en mesure de prendre du recul sur ces outils-là et leur utilisation, que ce soit l'utilisation des données, que ce soit les data centers, les impacts chez les éleveurs et tous les éléments en fait, qui vont permettre demain de mettre en place, mobiliser ces outils dans le cadre du bien-être. Voilà. Très bien. Merci de votre écoute.
Je vous remercie toutes et tous de votre intervention. Donc, j'ai noté quelques questions. Alors, je vous propose de reprendre par ordre des interventions. Il y aura, vous verrez, des questions qui sont communes à plusieurs intervenants. Donc, n'hésitez pas à tout de suite enlever votre micro, ce sera plus fluide dans les réponses. Donc, sur la première partie, sur la recherche, là, est-ce que les mêmes travaux ont été envisagés sur des poulets de plein air et est-ce que ça serait réalisable surtout? Alors, ça va un peu avec une deuxième question qui avait été plus loin sur le tracking. En fait, est-ce que l'image que vous avez montrée, Pauline, là, sur le tracking sur un plan caméra, en fait, est-ce que la jonction peut être faite entre plusieurs caméras et peut être suivie, par exemple, à l'échelle d'un bâtiment? Ou là, dans ce cas-là, à l'échelle du plein air? Donc, pour répondre à la question sur le plein air, c'est vrai qu'on peut l'étendre à d'autres souches de poulets, mais il faut que les poulets soient blancs. Parce qu'aujourd'hui, la base de données d'image est constituée de poulets blancs. Donc, on a 10 000 images de poulets isolées et c'est du poulet blanc. Donc, si on veut travailler sur du label roux, par exemple, eh bien, il faudrait reconstituer une nouvelle base de données. Et pour l'autre question, en fait, toute la surface du bâtiment n'est pas filmée. Donc, on n'a pas une multitude de caméras pour pouvoir filmer l'ensemble de la surface. Donc, on va aller échantillonner avec quelques caméras. Et ça, c'est, comme je l'ai dit, c'est l'objet d'un prochain projet, de savoir combien de caméras on a besoin, où on les place et combien de temps on enregistre. Euh, donc voilà, je pense avoir répondu à la question. Donc il n'y a pas de recoupement de champs, c'est-à-dire que si l'animal identifié avec un identifiant sort puis re-rentre dans le champ de vision, il a un nouvel identifiant. Donc ça répond. Donc on ne va pas pouvoir aller chercher l'individu à problème et pour l'isoler dans une infirmerie. Fait, ouais. Donc ça répond à la question que j'allais poser juste après. Ouais. Justement, est-ce qu'on peut retrouver un individu en particulier? Donc lui, s'il est sur le même champ de caméra, mais à partir du moment où il change de champ de caméra, il a un nouvel identifiant en fait. Oui, c'est exactement ça. D'accord. Alors, une question qui est peut-être plus transversale en même temps avec Monsieur Van de Putte sur le coût de la démarche en fait. Alors, est-ce que à l'ITAVI, étant donné que c'est un projet quand même expérimental, vous avez déjà une idée du coût que ça pourrait coûter à l'éleveur si on le déployait dans une exploitation agricole? Et même question ensuite pour Medria Solutions. Allez-y, Pauline. Ouais, sur le coût de la solution, pour le moment, on n'a pas vraiment une idée du coût, puisqu'on a beaucoup de questions encore à résoudre, notamment, comme je l'ai dit, sur le nombre de caméras, et on n'a pas non plus évalué le retour sur investissement de la solution. Et c'est pour ça que les prochains travaux sur la prédiction de pathologie nous permettront de calculer ce retour sur investissement et de calculer après le coût de la solution. Et puis, c'est aussi de savoir, et ça, on ne le sait pas encore, c'est qui paye. Est-ce que c'est l'éleveur? Est-ce que c'est l'organisation de production? Ça, pour le moment, tout est ouvert là-dessus. D'accord. Et côté Medria, un coût, alors sans rentrer dans les détails, mais une fourchette de prix? Alors, en fait, pour ce qui concerne Medria, nous avons deux modèles financiers. En fait. Un modèle où l'éleveur peut acheter ses équipements. Et dans la présentation que je vous ai faite, c'est un autre modèle que l'on propose qui consiste en fait à mettre les équipements à disposition de l'éleveur. Pour la simple et bonne raison, c'est que le capteur a une durée de vie. Il part avec une batterie et cette batterie, au bout d'un certain temps, finit par se vider. Donc, pour répondre à cette particularité, en fait, nous proposons une souscription mensuelle de l'utilisation de ces outils et avec un remplacement au fur et à mesure, au fil de l'eau, des capteurs qui défaillent. Et pour vous donner un ordre d'idée, grosso modo, c'est aux alentours de 45 € par an et par animal, avec tous les services que je vous ai présentés, c'est-à-dire les chaleurs jusqu'au stress thermique, dans la globalité de l'offre. D'accord. Alors, j'avais une question qui n'est pas dans le chat, qui vient de moi, mais par rapport à l'enseignement agricole, justement. Vous mettiez, Paul, dans la dernière, dans un des objectifs, on va dire, peut-être en second plan, mais c'est de renforcer l'attractivité du métier d'éleveur. Vous qui êtes au contact tous les jours avec des futurs agriculteurs, est-ce que c'est vraiment un attrait en fait? Est-ce qu'on n'a pas affaire tout simplement à des éleveurs passionnés ou est-ce que le numérique a vraiment un intérêt dans
dans l'attractivité du métier? Ça va dépendre de la catégorie d'outils à laquelle on a affaire. Il y en a certains qui peuvent être un peu rébarbatifs et perdre les éleveurs, mais d'autres qui peuvent permettre de déplacer des charges d'astreinte ou de faciliter une certaine surveillance. Donc à partir de là, ça renforce, en fait, en se libérant de l'astreinte, on gagne de l'attractivité, mais d'un autre côté, on peut se noyer dans les données, ce qui est assez souvent le cas, on peut voir sur les logiciels de gestion de troupeaux ou des choses comme ça, où il faut vraiment y aller petit à petit pour leur permettre d'utiliser la pleine potentialité des logiciels. Et encore, même là, elle n'est pas forcément atteinte. Et c'est surtout par le biais des techniciens qu'elle devient réalisable. Mmh. Et est-ce que, alors là, une question plus collective, quelle est, selon vous, la réelle valeur ajoutée d'apporter du numérique dans l'évaluation du bien-être animal? Quelle réelle valeur ajoutée ça peut permettre? Alors, en premier lieu, pour le bien-être animal lui-même, et puis ensuite pour le bien-être de l'éleveur, on en a parlé aussi dans les différentes interventions. Mais quels seraient, selon vous, si on devait retirer des éléments phares, un peu, quels sont, selon vous, les principales, le principal objectif, quoi, si je peux dire? Moi, ce que je dirais, c'est du gain de temps pour l'éleveur. Il ne faut pas que ça soit chronophage, ces outils qu'on lui met à disposition. Il faut que ça lui permette de gagner du temps, mais aussi il faut que ça lui permette de gagner de l'argent. Il ne faut pas oublier ce volet-là, notamment dans le contexte actuel. Donc, c'est pour ça que je parlais de retour sur investissement. Il faut pouvoir le montrer aussi, ce retour sur investissement pour l'éleveur et pour les outils développés. Mmh. Oui, c'est ce qu'on a fait par rapport à des simulateurs et des constats sur exploitation entre l'avant et l'après. Donc, effectivement, il y a des retours sur investissement, ne serait-ce que par le gain en termes d'intervalle vélage-vélage, en termes de proactivité par rapport aux pathologies. Il faut savoir qu'un traitement sur une maladie qui est prise au bon moment coûtera moins cher et sera certainement avec beaucoup moins de conséquences sur de la lactation, sur les vélages, enfin sur la globalité de la chose. Et puis ce que disait Pauline et ce que disait aussi Paul, on parle du bien-être des animaux, mais derrière aussi, le bien-être des animaux va aussi avec le bien-être des éleveurs. Et ça, il faut vraiment en tenir compte parce que ça a vraiment son importance. Donc, globalement, effectivement, bien accompagné, comme disait Paul, avec des techniciens, du conseil apporté, faire parler les animaux pour mieux les comprendre, pour avoir derrière la possibilité de factualiser les choses pour que les éleveurs derrière puissent agir en étant clairvoyants, en voyant vraiment ce qui se passe au sein de l'élevage et de mieux le comprendre. Pardon, excusez-moi. Je vais juste rebondir dessus par rapport au fait de faire parler les animaux. Le numérique permet d'avoir une connaissance un peu plus fine des animaux. Je vais nuancer quand même en disant qu'il ne faut pas compter que sur les éléments numériques et que l'œil de l'éleveur restera toujours primordial là-dedans. Vas-y, Manu. Oui, pour la formation, ces outils peuvent aussi être des outils de dialogue, en fait. Parce qu'entre les élèves, les enseignants et puis dans les fermes du lycée, où il va y avoir des salariés, décortiquer, alors bien sûr, je suis d'accord avec ce que dit Claude et Pauline, mais pour l'enseignement, ça permet aussi de décortiquer que fait l'outil, qu'est-ce qui permet d'observer et d'avoir en fait une base d'échange, de définition commune sur le bien-être animal. Donc, c'est aussi un outil, ça peut être des outils pédagogiques en soi entre des salariés d'exploitation, entre les enseignants. Enfin, voilà. Oui, c'est ce qui arrive. Oui. On a des chefs d'entreprise qui échangent avec leurs salariés par le biais de ces outils numériques. En fait. Je rebondis sur la dernière intervention d'Emmanuel Zanquilla. Justement, si on décortique un peu ces outils, notamment celui de Medria, mais je pense aussi celui de l'Itavi. En fait, forcément, derrière, on s'aperçoit qu'il y a des animaux qui sont situés par le logiciel ou par la solution dans des zones dites d'alerte. Et en fait, mais c'est valable aussi pour le cahier des charges aujourd'hui d'évaluation du bien-être animal tel qu'on les connaît, Boviwell ou autres, c'est-à-dire qu'à partir de quel moment on définit que les animaux sont en seuil d'alerte. Comment sont définis ces seuils?
Et l'exemple qu'il y avait notamment dans les questions, je la recolle à cette question-là, c'est par exemple sur le temps debout, parce qu'on sait aussi que le temps debout, il n'est pas forcément néfaste, il est aussi nécessaire à la bonne forme globale de l'animal, à sa vivacité ou autre. Et à partir de quel moment, en fait, on dit que bah là, économiquement ou pour la santé de l'animal, il est resté trop longtemps debout et là, ça devient dangereux. Alors, comment, dans chacun de vos domaines de compétences, vous évaluez ces différents seuils? Nous, ce que l'on va faire pour la partie construction des seuils bien-être, là, on va monitorer et suivre de près des lots de poulets pour vérifier qu'ils sont en état de bien-être sur toute la durée du lot. Donc, l'importance de bien labelliser, de dire quel indicateur on choisit de regarder pour juger si un lot est en état de bien-être ou pas. Mais en gros, on va construire notre gold standard de bien-être et on va regarder sur d'autres lots s'il y a des écarts à cette référence-là. Et c'est comme ça qu'on va construire nos seuils d'alerte, en fait. C'est sur la méthode de construction de nos seuils d'alerte qu'on va utiliser par la suite. D'accord. Pour ce qui concerne Medria, en fait, on a deux niveaux de seuil. On a les écarts en fait, qu'on peut régler selon ce que souhaite vraiment avoir l'éleveur, s'il veut vraiment être prévenu d'une faible variation ou d'une forte variation. Parce qu'en fait, on ne prend jamais que des photos. Et ça permet donc on peut jouer par exemple de 0 à 30% sur la variation de l'ingestion, par exemple, d'une journée par rapport à l'autre. Mais on peut jouer aussi sur des seuils. C'est-à-dire que une bête qui, par exemple, qui va ingérer moins de 250 minutes par jour, eh ben, qu'on informe l'éleveur sur cette alerte. Et puis après, donc, en temps couché, ce qu'on disait tout à l'heure, pour être dans le vrai, à partir du moment où on peut définir la zone de confort selon le type d'élevage dans lequel on va se trouver. Et une fois sortis ces animaux de cette zone, prévenir l'éleveur que les bêtes sont dans un défaut de confort. Côté enseignement agricole, je peux étendre ma question. En fait, est-ce que les seuils qui sont définis, par exemple, dans les cahiers des charges, tels que Boviwell, ou qui sont identifiés dans le signe de vache ou les méthodes Opsalim ou autres, est-ce que ces seuils-là, par exemple, font l'objet d'une discussion entre l'enseignant et les élèves? Est-ce que ça fait l'objet d'une réflexion ou est-ce que c'est des chiffres finalement que vous leur dites, voilà, pour être bien, il faut qu'un animal rumine tant de fois par heure, comme ça? Alors, si c'était aussi simple, ce serait bien. Dans le cadre des seuils, déjà, les outils, il faut aussi revenir à pourquoi ils existent et ce à quoi ils servent. Et évidemment, ça nourrit la discussion avec les élèves. Étant une interaction de facteurs, une interaction de perception, ça génère beaucoup de discussions qui permet notamment d'approfondir. En fait, on essaie de travailler un petit peu sur l'individualisation de l'élève par rapport à ça. Et chaque seuil est sujet à discussion. On explique pourquoi tel seuil, d'où ça vient. Et pareil, comme disait Emmanuel tout à l'heure, ça permet de décortiquer en fait. Dès qu'on a un outil qui est fixé, les notions, les limites qui sont mises dedans permettent d'en discuter, de voir pourquoi elles existent, comment on en est arrivé là. Voilà. D'accord. Alors juste, le temps tourne et on va bientôt être à la fin de cet agro-webinaire, mais il y a une question qui est un peu plus large sur l'utilisation du numérique dans les abattoirs. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous a déjà travaillé ou entendu parler de ce sujet-là, sur l'évaluation du bien-être lors de l'abattage, le bien-être de l'animal lors de l'abattage? Pour la volaille, il y a des outils qui sont aujourd'hui utilisés pour le scoring des pododermatites, qui est un indicateur de bien-être chez le poulet de chair et qui impacte directement le revenu des éleveurs. Donc, il y a des systèmes d'imagerie qui sont réalisés sur les pattes propres, en fait. On peut le faire en élevage, mais sur des pattes sales, c'est un peu moins facile. Donc, oui, il y a des systèmes de scoring à l'abattoir et les résultats sont restitués à l'éleveur derrière. Et là, on a un prochain projet qui va démarrer bientôt, où là, on va travailler sur la détection de signes de conscience après étourdissement. On va aussi travailler sur la détection des griffures fraîches ou anciennes sur carcasse à l'abattoir. Et tout ça par imagerie. Donc, il y a des choses en cours, même si c'est peut-être moins développé en volaille, il y a des choses en cours. Ok, très bien.
On arrive à la fin. Il y avait une question sur l'emploi du temps au pâturage pour la partie Médrière Solutions, mais je crois qu'il y a une solution pâturage qui existe. Vous en avez parlé dans exact, oui, votre intervention. Voilà. Sinon, je pense qu'on est à la fin de ce webinaire. Je vous remercie toutes et tous, les intervenants, d'avoir répondu rapidement à ma demande d'intervention pour organiser cet agro-webinaire. Merci Pauline, Emmanuel, Paul et Claude pour l'intervention. Et un grand merci pour l'invitation. Oui, merci à toi Alexandre pour avoir organisé ce webinaire. Et j'en profite donc du coup pour vous dire, je vous ai mis une information concernant une journée sur le bien-être animal qu'on organise ce jeudi en présentiel et distanciel. Alors c'est déjà, il y a déjà beaucoup de monde, mais c'est encore possible de s'inscrire en contactant la collègue de la chaire bien-être animal. Je vous ai mis le lien d'inscription. Et puis, c'était aussi pour vous dire que la semaine prochaine, on parlera de tout à fait autre chose dans le cadre de la thématique changement climatique, puisqu'on abordera l'évolution des critères de sélection en production végétale avec l'exemple des grandes cultures. Je vous souhaite à tous une bonne semaine. Encore merci à tous les 4, tous les 6 maintenant, non, tous les 5, pardon, je me compte. Et donc, à bientôt et puis bonne semaine à tous. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Merci, c'était un plaisir. Au revoir. Au revoir.